Impérial salutations. Ici Cypher, et aujourd'hui on se retrouve pour l'ultime épisode des meilleurs coups de pression dans l'attaque des Titans. Mais avant tout, je tiens à vous rappeler que le Real a remporté sa 15e Ligue des Champions samedi, alors je vous demanderai de fêter ça dignement. Bref, dans le premier épisode, je vous assure qu'on a vu des coups de pression mignons en comparaison de ceux qui arrivent aujourd'hui. Mais vu que ça concerne SNK, il reste incroyable. Je ferai pas d'intro sur la définition d'un coup de pression car j'en ai déjà parlé lors de la première vidéo sur le sujet, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Je vous préviens quand même, ça va salement spoiler puisque certains coups de pression sont littéralement des scènes qui révèlent des morceaux d'intrigue. Alors au lieu de perdre du temps à regarder Jujutsu ou MHA, go rattraper SNK et revenir sur cette vidéo. Alors si vous êtes chaud, je vous propose de commencer tout de suite avec le numéro 8. Celui-là, Seigneur. Premier épisode de la saison 2, on ne te laisse même pas un peu respirer. Au cœur du mur, parmi les titans, une brèche est à colmater. Mike, le deuxième soldat le plus habile dans le maniement tridimensionnel, repère un spécimen singulier parmi les autres titans lors de sa mission d'éliminer et de retenir ceux qui provenaient de la brèche du mur. Un titan poilu qui se déplace comme Conor McGregor au ralenti. Mike pense donc naturellement qu'il s'agit d'un déviant. Mais au moment où il siffle son cheval pour s'éloigner, le titan en question attrape la bête, lui fracture les os, puis le lance en direction de Mike. Nous sommes dans l'attaque des titans, pas dans un shonen classique où dès qu'un problème survient, le temps semble ralentir pour donner une chance au personnage de s'en sortir ou trouver une solution, ou encore pour permettre à quelqu'un de venir le sauver au dernier moment. Ici, tout se déroule en temps réel, le cheval percute le toit où Mike est posté, il chute et se retrouve à la merci des autres titans. Ni une ni deux, les autres titans se précipitent sur lui et le croquent comme une choupa choups, s'empressant d'avoir le chewing-gum à l'intérieur. Ce coup de pression est d'une violence inouïe. C'est certainement le plus visuel de la liste, impliquant un acte de barbarie direct doublé d'une terreur indescriptible. Une attaque du titan bestial menant à la mort de Mike. Il sait qu'il est condamné, et juste avant que les titans n'aient fini de le dévorer, le titan bestial les arrête pour pouvoir interroger Mike. Un ajout supplémentaire à la souffrance de ce pauvre homme qui n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Un titan qui parle, visiblement capable de commander les titans. Tétanisé, Mike ne sait même plus quoi penser. Entouré de nombreux titans primaires qui attendent juste de pouvoir le dévorer, paralysé par la peur de l'inconnu et ce titan qui illustre tout le problème du bataillon et des habitants des murs, ils ne savent absolument rien de ce monde. Étant dans l'incapacité de répondre aux questions du titan bestial, celui-ci ne tire aucune information de lui, mais emporte son équipement. Dans un sursaut de courage, repensant à la discussion qu'il venait d'avoir avec Nanabe plus tôt dans la journée sur leur sort, Mike tente de riposter et le titan bestial finit par laisser libre cours au titan, à qui il avait ordonné de ne plus bouger. Il s'agit là d'une des morts les plus abominables du manga. Le coup de pression infligé par le titan bestial est tout bonnement diabolique, et malgré les motivations de Sig, on comprend que Rivai avait raison, ils se moquent éperdument de leur vie. Alors qu'est-ce qu'il faut apprendre de ce malheureux coup de pression ? Eh bien tout simplement le caractère imprévisible du bestial. En effet, il semblait déambuler sans but, et avait l'air d'être aveugle au point d'ignorer la présence de Mike. Constatant que Mike l'avait sûrement pris pour un déviant au vu de sa passivité, le bestial en a profité pour le surprendre à un moment inattendu. Un coup très intelligent de la part du titan bestial. Ce dernier a dû voir Mike se battre et tuer plusieurs titans à côté de lui, et il s'est sûrement dit que cela présenterait quelques risques de l'affronter sans aucun plan. Il a donc mimé un titan primaire pour semer la confusion, prétextant ignorer Mike, et a frappé au moment propice, réduisant le second soldat le plus puissant du bataillon à un simple insecte terrifié. Il avait également prévu le coup en s'entourant de titans primaires comme garantie, s'en servant finalement pour achever le pauvre homme. Une fin abominable tant dans l'exécution que dans ce que la scène renvoie. Les personnages ne savent rien, et le cauchemar ne fait que commencer. Tellement évident qu'on pourrait presque l'oublier, l'apparition du titan colossal dans le premier épisode. Indéniablement, c'est un coup de pression monumental. 100 ans après la dernière attaque contre l'humanité, les gens se croient en sécurité derrière les murs qui les entourent. Après tout, un titan de 10 mètres semble dérisoire face aux 60 mètres du mur. Soudain, alors que nos protagonistes discutent de manière presque prophétique de l'obsolescence inévitable des murs, un tremblement de terre secoue la région. La forteresse n'est plus imprenable. Instantanément après qu'Armin ait terminé son constat, un titan dépassant le mur apparut et détruit la porte principale, laissant les titans impatients à l'extérieur pénétrer dans la ville. Cette attaque entraîne la chute du mur de Shiganshina, une région maintenant aux mains des titans. Évidemment, la pression est écrasante. Que ce soit pour Armin et ses amis, qui semblaient préparés, ou pour le peuple enveloppé dans le déni, voir de leurs propres yeux que les murs censés les protéger ne sont en réalité qu'une barrière franchissable les paralyse tous. Vous pensiez être en sécurité, mais malheureusement, un titan gigantesque vous ramène brutalement à la réalité. On ne croit que ce que l'on voit, et le peuple ainsi que les nouvelles générations, n'ayant plus ou jamais vu de titans, semblaient ne pas y croire de leurs yeux en voyant le titan colossal se dresser devant eux. Les titans semblaient être devenus une simple légende. Et le peuple avait peut-être oublié leur existence, voire n'y croyait tout simplement pas. Je suis même prêt à parier que certains complotistes ont cherché des preuves pour démontrer que les titans n'avaient jamais existé. Le déni était tellement puissant que, en voyant ce titan, les hommes semblaient contempler quelque chose d'irréel, comme s'ils étaient face à une entité surnaturelle ou divine. Ce coup de pression fait s'effondrer les croyances et les dénis de tous ceux qui se croyaient en sécurité, et en quelques secondes, une multitude de morts et le chaos s'emparent de Shiganshina. C'est tout simplement la scène qui amorce l'intrigue et donne le coup d'envoi du manga. Ce qu'il convient de retenir ici, c'est de ne jamais accorder une confiance aveugle à ce que l'on nous rapporte. Il est essentiel de maintenir un certain doute envers les affirmations et les récits qui nous parviennent,
afin de conserver une certaine marge de manœuvre intellectuelle. Comme le dit un sage malgache, c'est lorsque l'on pense ne pas être en danger que l'on est en danger. Même si cela n'a pas nécessairement résolu leurs problèmes, au moins, le fait de ne pas se fier aux récits officiels de l'État et aux croyances infondées et naïves du peuple leur a permis d'appréhender la suite des événements, et ainsi d'être mieux préparés. Le fait de penser par eux-mêmes les a grandement aidés à mieux gérer la panique et à accroître leurs chances de survie. Un coup de pression qui restera inévitablement dans les mémoires de l'humanité. Un coup de pression, ou devrais-je dire un coup de dépression, vu ce que Eren a dû vraiment ressentir durant cette scène. Dans la forme, ce coup de pression paraît presque mignon en comparaison des précédents, mais en réalité, ce coup de pression d'une violence extrême lorsqu'on y réfléchit bien. On commence par la prise de pouvoir progressive des Pro-Jaegers sur l'île, et l'allégeance que la plupart des Eldiens de l'île, dont une majeure partie de l'armée, accorde à Eren en tant que héros eldien destiné à libérer son peuple. Eren est parti il y a 4 ans, et à son retour, Armin et Mikasa constatent des changements significatifs. Il apparaît froid, distant et capable du pire, une transformation qui le rend méconnaissable. Dans une mise en scène subtilement orchestrée propre talent d'Isayama, Eren surgit soudainement en arrière-plan lors d'une discussion posée entre Gabi, Armin et Mikasa, déplaçant le curseur directement sur lui. Il plante immédiatement le décor en levant la main droite, entaillée, comme si quelqu'un vous braquait avec un revolver en vous ordonnant de mettre les mains en l'air. Une menace implicite, pas besoin de préciser qu'ils ne doivent pas bouger, car à la vue de sa blessure, indiquant qu'il peut se transformer à tout moment, Armin, Mikasa et Gabi comprennent instantanément. Le simple fait qu'Eren ne devrait pas être là, mais plutôt sous contrôle, crée une anormalité qui ajoute une tension supplémentaire. Dans une scène où Eren prétend vouloir discuter calmement avec ses anciens amis autour d'une table, il profite de l'occasion pour rompre les liens qui les unissent, facilitant ainsi leur détachement nécessaire pour l'arrêter par la suite. Ce coup de pression ne s'arrête pas. Il commence par une menace sans prononcer un mot, puis après une tentative pour faire vibrer la corde sensible de Mikasa, Eren rappelle à celle-ci qu'il ne plaisante absolument pas. Il détruit Mikasa en 1000 morceaux en prétendant l'avoir toujours détesté, lui reprochant d'être une esclave due à son sang d'Ackerman. Puis il blesse Armin en l'accusant d'être manipulé par l'ennemi à cause de Berthold, conduisant Armin à lever la main sur lui, une scène qui conclura par Armin se prenant une sacrée raclée. La puissance de ce coup de pression devient évidente. Leur ami le plus proche, détenteur du plus grand pouvoir, semble avoir subi une transformation radicale après les avoir abandonnés pendant 4 ans, comme si son pouvoir monstrueux avait pris possession de lui et qu'il ne faisait plus qu'un avec son titan. En effet, cette fois-ci, pas besoin de transformation pour qu'Eren paraisse effrayant. Celui qui se battait autrefois pour les protéger, n'hésitant pas à risquer sa vie pour eux, les brise désormais sans hésitation et se permet même de les intimider. À son retour, après 4 ans, Eren annonce à Mikasa qu'il l'a toujours détesté et avoue son peu d'estime pour Armin. Ce coup de pression fait basculer l'ensemble de l'œuvre, révélant une relation qui semble plus solide que le mur se fissurant en quelques mots, rendant les événements déjà sombres encore plus déprimants. Tout le monde souffre, et à travers cette scène, Eren s'enfonce un peu plus dans les limbes. Ce que l'on peut apprendre de cette scène, la dissimulation est le talon d'Achille bien évidemment. Même si cette scène n'est pas un exemple à suivre, le choc que nous ressentons en voyant Eren exercer une telle pression est justifié par certaines raisons. La première, c'est que cette pression est dirigée contre sa propre famille, une tournure inattendue et déconcertante. Le monde entier est l'ennemi d'Eren, et la dernière chose à laquelle on s'attendait était qu'il devienne l'ennemi des seules personnes prêtes à mourir pour lui. La seconde, c'est que l'on peut soupçonner qu'Eren a un plan. Il n'agit pas de manière exécrable sans raison. Pour cela, il dissimule ses véritables intentions et sentiments. L'homme a souvent tendance à trop se dévoiler, cherchant à être compris et aimé, et à se sentir moins seul. Cependant, c'est une erreur monumentale. En se dévoilant trop, on expose ses faiblesses. C'est comme donner délibérément une arme chargée à quelqu'un. Même si cette personne n'a pas nécessairement de mauvaises intentions, si elle se retrouve dans une situation où elle doit tirer, que ce soit pour sa survie ou pour une autre raison moins urgente, elle n'hésitera peut-être pas à le faire, et ce, grâce à vous. C'est exactement la même chose lorsque vous en dévoilez trop. Vous offrez aux autres l'opportunité de vous causer du tort et de tirer avantage de vos faiblesses si cela sert leurs intérêts. Une personne qui vous connaît trop bien peut en tirer profit. À ce moment précis, Eren fait preuve d'une force mentale surhumaine. Malgré ses tourments indescriptibles, il interprète son rôle à la perfection. Comment y parvient-il? En connaissant parfaitement les personnes qu'il cherche à embobiner. Il connaît leurs points faibles et les exploite, créant ainsi une distance qui le présente comme le pire des monstres. Il les comprend trop bien, connaissant les moindres sentiments d'insécurité d'Armin et de Mikasa. Bien sûr, dans le cas d'Eren, il doit se mépriser de devoir agir ainsi. Cependant, cette stratégie fonctionne et nous enseigne qu'il faut connaître son adversaire comme sa poche, et bien évidemment, ne pas trop en révéler sur soi-même. Il est préférable d'être insaisissable, adaptable et sans contour, quel que soit le domaine ou l'objectif visé. Que ce soit dans un combat, une compétition, une partie d'échecs ou pour viser une promotion, cette approche est cruciale. C'est ainsi qu'Eren exerce une pression constante sur eux et prend l'ascendant. Il peut se dissimuler car le temps a passé, lui permettant ainsi de changer de peau facilement. De plus, il peut frapper là où ça fait mal car il connaît ses amis par cœur. Un coup de pression qui rend la série vraiment difficile à regarder à partir de ce moment-là. L'un de mes coups de pression préférés tous médias confondus, si on me demande. On arrive petit à petit sur la fin du plus grand arc de tous les temps, et pourtant les masterclass ne font que commencer.
Le bataillon s'est fait décimer à la demande de son commandant, une stratégie complètement folle digne d'une partie de Go, se faire totalement décimer par l'ennemi pour permettre à notre plus puissant soldat de défaire toute l'armée par surprise. Un moment de flottement se fit ressentir après que le bestial ait éliminé tout le reste du bataillon en jouant au baseball. Mais quelque chose cloche, les titans à côté de lui sont tous à terre. Trop tard pour se rappeler de la mise en garde de Reiner, Rivaille charge déjà Sig avec une intention meurtrière. Sig a subi la plus grosse pression de toute sa vie à ce moment-là, à tel point qu'à la vue de ce soldat, il lâche un cri pour intimider et se donner du courage, en vain. Il se fait charcuter par un homme d'1m12 et il perd totalement le contrôle. Ce coup de pression est formidable parce qu'il crée un ascenseur émotionnel abominable pour celui qui le subit, mais tellement satisfaisant pour ceux qui regardent l'épisode. Après avoir assisté impuissant à l'anéantissement du bataillon, voir le titan bestial se faire atomiser à ce moment-là, c'était franchement indescriptible. Le bataillon laisse croire au bestial qu'il a tout gagné, pire encore, il lui offre l'illusion de se battre contre des insectes totalement impuissants. Il faut croire à Sig qu'il est tout puissant face à la situation, et logiquement, ça lui fait baisser sa garde. Imaginez la chute et la frustration émotionnelle de Sig à ce moment-là. Il passe de celui qui domine complètement l'adversaire très facilement, au point où il ne doit pas du tout fournir le moindre effort, il doit juste lancer des cailloux, rendez-vous compte, à celui qui doit se dépasser en une fraction de seconde s'il veut ne serait-ce que survivre face à son adversaire. Le sentiment doit être terrifiant, c'est comme si vous éradiquiez des fourmis en leur lançant des miettes de pain, et que d'un coup, l'une d'entre elles passait derrière vous et vous terrassait sans prévenir. Là où Sig était au courant de l'existence de Rivaille, le fait de l'avoir oublié démontre qu'il ne le prenait clairement pas au sérieux. Peu importe le niveau d'un homme avec tout l'équipement possible, il était impossible de penser qu'il pourrait constituer une menace pour lui dans une situation militaire qui lui offrait beaucoup trop d'avantages. Cela reste assez logique après tout. Il mesure 15 mètres et affronte des adversaires qui ne dépassent pas les 2 mètres, voire les 1 mètre dans le cas de Rivaille. C'est ce que j'adore dans l'Attaque des Titans, les retours à la réalité. Un art que maîtrise très bien l'auteur. Faire redescendre ceux qui pensent être au sommet dans des situations réelles, en étant confrontés à la menace directement, ou à un adversaire dans des circonstances qui les désavantagent, gommant les récits fictifs que les personnages puissants aient pu se raconter. Car Sig n'est, à lui seul, pas supérieur à ses ennemis. Il est protégé par une armure de chair gigantesque, et la façon dont Levi le fait littéralement redescendre est tout bonnement jouissive. Ce qui renforce encore plus ce retour à la réalité, c'est le moment où après avoir charcuté le bestial, il le sort vulgairement de son gigantesque déguisement pour lui rappeler qu'armes égales et sans son pouvoir, celui qui est supérieur, c'est lui et pas Sig. Sig passe d'un titan dominant et tout puissant à un vulgaire humain paralysé par une petite épée. Ce qu'il faut retenir ici, une stratégie intéressante consiste à rester dans l'ombre, laissant croire à son adversaire qu'il est en train de gagner. Ne révélez rien, et une fois qu'il vous considère sans danger, attaquez avec un coup d'estoc pour en finir en un seul assaut. C'est une manière assez intelligente de gagner du temps. Le bataillon aurait pu affronter l'ennemi de front avec Eren, mais dans cette situation, le combat aurait été perdu d'avance puisque le bestial maintenait une distance imprenable avec ses lancers de pierre. Donc la leçon à retenir ici est la suivante. Le type de combat à mener peut prendre différentes formes, et parfois, un affrontement à armes égales est contre-productif, car cela laisserait autant de chances de gagner à l'un qu'à l'autre, même si dans ce cas précis, il était impossible de faire jeu égal avec l'ennemi, et qu'en réalité la stratégie adoptée était la seule solution. Qu'il soit envisageable de combattre à armes égales ou pas, une attaque surprise peut être intéressante, offrant la possibilité d'éviter un combat prolongé et d'éliminer le 50-50 en optant pour une stratégie plus tranchée. Bien sûr, ce n'est pas sans risque, car cette stratégie repose entièrement sur une seule attaque. Si l'ennemi vous voit venir, c'est terminé. Pour faire croire au bestial qu'il avait remporté la victoire, le bataillon a dû se sacrifier en jouant les appâts, misant sur un seul et unique soldat, Rivaille. Si Rivaille avait échoué et que le bestial l'avait repéré, il aurait lancé des cailloux à distance et Rivaille n'aurait rien pu faire. Cette stratégie est donc une prise de risque considérable, un pari comme à l'habitude d'Erwin, car elle doit réussir en une seule attaque, nécessitant volontairement la diminution de son effectif, voire son sacrifice complet. En théorie, elle permet de venir à bout d'un adversaire en supériorité numérique ou plus puissant. Cela n'aura finalement pas complètement abouti, car Rivaille n'a pas pu mener son entreprise à son terme. Le Charrette intervient pour sauver Sig, et Rivaille, n'ayant pas prévu cela, voit son ennemi lui échapper, tandis que des titans restants se dirigent vers lui. Heureusement qu'on parle de Rivaille, un véritable monstre, sinon cela aurait été la fin, et la victoire de Sig aurait été totale. Un coup de pression dantesque qui a demandé de nombreux sacrifices, dont celui du Major Erwin. On enchaîne encore avec ces deux-là, mais aussi c'est pas de ma faute, entre Rivaille et Sig, il y a une complicité indéniable. Dans cette scène, le contexte est crucial. Rivaille observe impuissant la métamorphose de tous ses compagnons en titan, conséquence du cri de Sig dont il avait la responsabilité de surveillance. Un poids écrasant, accentué par l'autorisation qu'il leur avait donnée de consommer du vin. La responsabilité est donc double. Cet événement tragique pourrait faire vaciller n'importe qui. La réalité s'impose à lui. Pour sa survie et par respect pour ses amis, il doit les éliminer. Il se retrouve une fois de plus à tuer des titans, son propre peuple. Une troisième responsabilité pèse sur ses épaules. Face à la transformation de 30 hommes en titans contre lui seul, la pression est à son comble. En plus de la pression issue du danger que représente cette scène, elle porte également un caractère émotionnel car Rivaille allait devoir tuer ses hommes. Une difficulté de plus. La difficulté est donc multiple. Il faut avoir la force mentale de tuer ses hommes, mais surtout avoir la force physique de tuer une trentaine de titans.
Mais on parle de Rivail encore une fois, et même si ce début de scène aurait pu constituer un coup de pression, c'est en fin de compte celui censé subir le coup de pression qui va l'exercer contre son ennemi. Il finit donc par les éliminer, se payant même le luxe de rattraper celui qu'il s'est juré de poursuivre jusqu'en enfer. Dans le même temps, après s'être transformé en voyant Rivail arriver tel un revenant, une énième fois de plus, Sig provoque Rivail, exacerbant la tension pour le déstabiliser. Sig croit enfin être en sécurité, pensant avoir éliminé le danger majeur. En transformant ses compagnons, il sous-estime la détermination de Rivail, pensant que ce dernier n'aura pas le courage moral et psychologique de les affronter, et qu'il finira par succomber au titan, pensant qu'il allait certainement les affronter avec retenue. Cependant, Sig se trompe sur toute la ligne. Bien que perturbé au départ, le regard de Rivail ne laisse transparaître aucune hésitation. Ce n'est ni la première fois, ni la dernière qu'il devra se salir les mains, démontrant ainsi sa résilience face à une situation insoutenable. Retournement de situation, c'est Sig qui, cette fois-ci, perd pied en voyant émerger des profondeurs de la forêt cet homme couvert de sang de ses propres compagnons, bien déterminé à le rattraper. Rivail a déjà vécu cette scène, mais Sig aussi. L'idée d'être poursuivi jusqu'en enfer par cet individu semble hanter Sig jusqu'au plus profond de son être. Initialement, Rivail semblait être destiné à être le perdant. La soudaine transformation de ces hommes en titans aurait dû lui faire perdre tous ses moyens et tout espoir. Il aurait dû être incapable de conserver sa sérénité mentale et physique pour s'en sortir. Cependant, l'impossible se produit lorsque Sig, confronté à l'apparition de Rivail, perd son sang-froid à la place de ce dernier. Rivail, étrangement calme et préparé malgré le massacre brutal de ses compagnons, démontre une maîtrise de soi exceptionnelle, prêt à affronter les circonstances les plus adverses. Sig se change instantanément en titan, tentant désespérément de déstabiliser Rivail dans l'espoir de le tuer. Alors pourquoi cette scène s'élève-t-elle si haut dans le classement? Et pourquoi est-elle si surréaliste? C'est parce que contre toute attente, Sig est pris de panique malgré tous les éléments en sa faveur pour prendre l'ascendant. La quiétude de Rivail, sa réaction calme, constitue un coup de pression monumental en quelques apparitions et quelques mots seulement. Tandis que Sig hurle et se débat, Rivail le désoriente et l'attaque, lui faisant comprendre de manière explicite à qui il a affaire, et que ses provocations ne fonctionneront tout simplement pas. Terrifié, Sig est écrasé par Rivail dans une scène incroyablement satisfaisante, où ce dernier humilie une fois de plus le titan bestial, comme s'il s'agissait à force d'une simple formalité. Alors qu'est-ce que l'on peut tirer de cette scène, et pourquoi Rivail est-il aussi impressionnant à ce moment précis? Eh bien Rivail n'a jamais montré la moindre faille psychologique ni la moindre faiblesse. Malgré l'intensité et la violence du malheur qui s'abattait sur lui à ce moment-là, Rivail a gardé un sang-froid à toute épreuve, conscient que dans un combat, cela est primordial. Il a maîtrisé ses émotions pour éviter de succomber à la colère, qui aurait pu le conduire à commettre plusieurs erreurs fatales. Et surtout, il a repris l'ascendant psychologique sur Sig, inversant les positions. Évidemment, ce calme n'est pas inné chez Rivail, ce qui lui permet d'être ainsi, c'est l'expérience. Il sait que Sig n'est pas à sous-estimer, et au lieu de répondre aux provocations de son assaillant, ce qui aurait certainement abouti à sa mort, il a empêché ses émotions de brouiller sa réflexion. Grâce à ce contrôle précis, il a eu l'idée de désorienter Sig en coupant plusieurs branches en hauteur pour brouiller les pistes sur sa position. La leçon à en tirer est donc la suivante, le sang-froid. Peu importe les provocations et les épreuves ou le niveau de dangerosité de la situation, la panique peut vous trahir et permettre au problème d'avoir raison de vous. Augmentation du rythme cardiaque, gênance respiratoire, consommation plus rapide de l'oxygène, si vous perdez votre sang-froid, cela peut réellement causer votre perte plus rapidement. Un sang-froid à toute épreuve est une force qu'il faut développer et cultiver, c'est la capacité à contrôler ses émotions. Ça ne consiste pas à les renier ni à renier le danger, mais à orienter nos émotions pour qu'elles ne nous maîtrisent pas à leur tour, prendre en compte le danger et l'affronter de manière pragmatique et réfléchie. Rivail a contrôlé sa colère, et il s'en est servi intelligemment. Au lieu de se laisser contrôler par elle ou simplement la rejeter, ce qui l'aurait empêché d'agir, il s'en est servi comme carburant pour pouvoir prendre le dessus sur son ennemi. La force de Rivail dans cette scène est certes physique, mais elle est surtout mentale. N'importe qui aurait dû flancher en vivant cette situation. Mais l'expérience et une mentalité à toute épreuve a permis à Rivail de faire preuve d'un discernement colossal, et cette force se cultive. Elle implique de mettre plusieurs choses de côté comme son ego mal placé, et faire profil bas jusqu'à avoir la mainmise sur votre objectif. Une mentalité qui confirme son titre de soldat le plus puissant de l'humanité, et un discernement qu'il a appris de son supérieur Erwin, le parfait exemple d'un homme sachant faire profil bas, ne montrant jamais ses faiblesses et ne laissant rien transparaître, quitte à être défini de monstre sans humanité. L'ancien Rivail était plus en proie à ses émotions, mais il a suivi Erwin parce qu'il a vu en lui quelqu'un capable de faire ce qu'il ne pouvait pas faire lui-même et de discerner ce qui lui était inaccessible. En échange de ses enseignements précieux, Rivail le vengera et mènera le bataillon à la victoire. La placidité de Rivail lui permet d'accomplir des exploits. Même lorsque la panique est présente, il est essentiel de l'ignorer pour tenter de réfléchir avec calme et sérénité afin de choisir la meilleure option possible. Et même si cela semble presque impossible, c'est cette force qui fera toute la différence. Une force qu'il faut s'efforcer de cultiver. C'est ce que Rivail nous enseigne, et c'est en cela que c'est un immense coup de pression. Un coup de pression qui a conduit Sig à douter et à perdre totalement ses moyens face à un adversaire qui semblait sans contour et imperturbable, comme si le combat était déjà joué d'avance. En l'exaspérant, Rivail prend un avantage décisif sur Sig et finit par trouver la faille qui lui fit perdre ses moyens. Les positions s'inversent et la perte de sang-froid de Sig entraîne sa défaite. Un coup de pression qui rend hommage et justice à tous les soldats tombés au combat et qui démontre que malgré la quête insensée et perdue d'avance d'un groupe d'hommes désirant se rebeller contre des assaillants mesurant 15 mètres, non-sens confirmé par toutes les pertes militaires et civiles, il subsiste un infime espoir et une possibilité de renverser la vapeur. Assieds-toi, Reiner.
Ces mots sonnent comme une proposition voire une invitation, mais Reiner comprend rapidement qu'il s'agit plutôt d'un ordre. Falco l'a appelé parce que quelqu'un souhaite lui parler. Les retrouvailles sont dignes d'une scène théâtrale. Après 4 ans, Reiner se retrouve face à Eren. Celui qu'il a toujours rêvé de ramener ici est venu de son propre chef. Rien que cette situation exerce une pression intense. Imaginez être la proie à l'origine, fuyant votre prédateur. Vous avez tellement évolué que c'est désormais vous-même qui allez chasser celui qui vous poursuivait à l'origine. Voir Eren assis tranquillement crée une anxiété en Reiner, car lorsque votre proie vous attend et vient à vous, vous comprenez instantanément que quelque chose ne tourne pas rond. Elle ne se serait pas présentée à vous si elle n'avait pas de quoi vous faire paniquer. Mais c'est seulement le début. Une conversation s'apprête à être entamée. Dans cette scène, 2 plans se déroulent simultanément. La pièce de théâtre de Tybur se déroule au-dessus, tandis qu'en dessous, les 2 anciens amis se livrent à une conversation initialement énigmatique pour ne pas troubler Falco, qui semble confus devant ce spectacle. Falco est donc spectateur de la déclaration de guerre de Eren à Reiner et donc au monde entier, pendant que le monde assiste à Tybur déclarant la guerre à Eren et à Paradis. Mais au départ, tout comme la scène au-dessus, Falco est attentif et attend le dénouement de cette scène. Pourquoi, lors de ces retrouvailles entre anciens amis, aucun sourire n'est échangé? Pourquoi Reiner semble-t-il terrifié, comme s'il voyait un fantôme, tandis que Monsieur Kruger ne laisse transparaître aucune émotion? Reiner décide finalement de rompre le silence en demandant à Eren ce qu'il fait ici. Et là, c'est le deuxième coup de pression de la soirée. La même chose que toi, répond Eren sans émotion. Reiner se remet à paniquer, pas seulement parce qu'il a instantanément compris ce que voulait dire Eren, mais aussi parce qu'il a saisi pourquoi Eren a choisi ce moment précis. Le contexte est crucial. Tybur s'apprête à conter l'histoire pour unifier le monde de manière irrévocable contre l'île du paradis, et Eren aussi, dont le véritable plan est de démontrer la menace qu'il représente en attendant le moment propice pour attaquer. Reiner le sait, ce n'est pas seulement lui qui est pris en otage, mais toutes les personnes présentes autour d'eux, y compris l'armée, l'élite mondiale, ses amis, sa famille et de nombreux innocents. Progressivement, Falco prend conscience de ce qui se trame. En parallèle des révélations de Willy Tybur exposant la vérité sur l'histoire du conflit entre Mar et Eldia au peuple du monde entier, Eren dévoile également sa véritable identité à Falco. La tension monte inexorablement, car en même temps que des informations cruciales sur le récit nous parviennent, Eren semble déjà tout savoir et semble avoir attendu que nous, les spectateurs, soyons au courant de l'histoire pour passer à l'action. Nous arrivons à ce qui rend cette scène effroyable, la question que pose Eren à Reiner sur pourquoi sa mère a dû mourir et pourquoi il a défoncé le mur. Après des explications et un échange de points de vue, Eren explique qu'il comprend qu'il ne lui en veut plus. Il va même jusqu'à dire qu'il a oublié la menace qu'il avait proférée quand il était encore ignorant. La situation semble prendre une tournure imprévisible, où Eren semble devenir de plus en plus doux et compréhensif. Mais c'est là que le véritable danger émerge. Eren n'est plus animé par la colère et n'est plus véritablement dans une quête de vengeance, ce qui le rend en réalité particulièrement redoutable. Si Eren était encore dans l'ignorance et cherchait à se venger, il pourrait être manipulé ou arrêté, pouvant perdre tout contrôle sur lui. Et puis, s'il était encore dans l'ignorance, il ne représenterait aucun danger. Cependant, Reiner est maintenant confronté à un Eren calme qui est désormais convaincu, qui sait tout, qui est déterminé, et qui possède une connaissance approfondie, qui est même mieux informé que lui-même et que nous, les spectateurs. Autrefois, c'était Reiner qui détenait le plus de connaissances, mais maintenant les rôles sont inversés, tant dans les scènes de transformation et d'attaque, que dans la compréhension mutuelle des 2 personnages. Reiner comprend que si Eren adopte un ton apaisant, c'est qu'il est résolu, et que rien ne pourra le faire changer d'avis. Cette assurance traduit également l'existence d'un plan préalablement construit. Eren est devenu la plus grande menace pour absolument tout le monde, et Reiner, qui connaît Eren et a anticipé par le passé sa nature, sait qu'il est totalement impuissant. Et surtout, il y a cette phrase « On est pareil, toi et moi ». Au début, Reiner ne semble pas comprendre immédiatement, et pense qu'il s'agit simplement d'une comparaison de leur situation initiale, à savoir 2 gamins subissant la fatalité qui avaient tout fait pour sauver le monde. Mais si Eren affirme qu'ils sont pareils, cela signifie qu'Eren, tout comme Reiner, a la volonté de les exterminer pour défendre son camp. Ce qui est effrayant, c'est que Reiner, en attaquant les murs, l'a fait par devoir et non par haine envers les enfants et les femmes peuplant l'île, bien qu'ils aient été, lui et les siens, endoctrinés pour détester les Eldiens. Donc s'il n'y a pas de haine, le moteur est autre, et bien plus puissant. Eren se reconnaît en Reiner, mais en entendant Eren, Reiner se reconnaît également en lui. Puisque si Eren ne les déteste plus mais se tient toujours devant lui, c'est que sa motivation va au-delà d'une simple histoire de vengeance et que les enjeux sont plus grands. Qu'est-ce qui poussera un homme avec des vertus morales à tuer des innocents s'il n'a aucun motif de vengeance? Ce qui le poussera à le faire, c'est qu'il n'a pas d'autre choix. Et tout comme Reiner, si Eren est prêt à se transformer et à faire du grabuge, c'est qu'il y est forcé, tout comme Reiner à l'époque, en incluant également les désirs personnels et égoïstes de chacun, comme le fait de vouloir devenir un héros pour Reiner, ou comme le désir irrépressible d'être libre d'Eren, quitte à éradiquer toute l'humanité. Les 2 sont forcés par la nature des choses, ou par un désir pouvant assujettir les individus. Si Eren semble se mettre à la place de Reiner pendant la conversation, laissant entrevoir un espoir dans les yeux de Reiner, bien que les paroles soient sincères, Reiner, accablé par les remords, s'effondre et finit par oublier pourquoi Eren se tient ici. Après une longue tirade sur ses crimes et après avoir demandé à Eren de le tuer, lui avouant que c'était sa faute si sa mère s'était faite dévorer, et que cela fut motivé par des motivations moins nobles qu'Eren ne le pensait, Eren lui tendit la main. Peut-être qu'à ce moment-là également, Eren se reconnaît aussi en lui, ayant également des désirs égoïstes et moins nobles que sauver Eldia. Écoutant à son tour Reiner désirant mourir, et parallèlement, Willy affirmant au contraire son désir de vivre, et proclamant son droit le plus fondamental, celui de vivre et d'être libre, Eren comprit alors qu'ils étaient les mêmes à nouveau. Que ce soit dans les actes, la position qui semble avoir pour seule différence l'endroit où ils sont nés, et même dans la façon de penser la liberté.
Malgré toute la compassion qu'il puisse éprouver, Eren a compris que le monde, dans son infinie complexité, ne lui laissait malheureusement pas le choix. S'ils sont les mêmes, alors les deux camps défendront leur liberté et leurs droits fondamentaux, et qu'ils se comprennent mutuellement ou non, les Mar, tout comme Eren, devront exterminer leur ennemi jusqu'au dernier s'ils espèrent exercer leurs droits et rester en vie selon leur jugement, qu'ils soient arbitraires ou légitimes. Les deux camps veulent être libres, mais se l'interdisent tant que leur opposance subsiste. D'une simple poignée de main amicale, symbolisant la compréhension et la clémence, Eren a laissé entendre que malgré la révélation de la vérité, il n'en voulait pas à Reiner. Cependant, cette apparente amitié ne changeait rien à la détermination d'Eren à protéger sa liberté. D'un regard dénué d'émotion, il saisit la main de Reiner, se transformant sans préavis. Une transformation déclenchant là le troisième coup de pression, complété par le fait établi qu'Eren ne s'arrêtera pas d'avancer avant de tous les avoir exterminés. S'ensuivit un coup de pression à l'ensemble du pays, envoyant le fameux belliciste devant eux dévorant Tybur et tuant les hommes les plus importants du monde d'un simple plat du ventre. Les leçons tirées de cette scène sont multiples et se retrouvent dans d'autres scènes de ce classement. Mais une nouvelle qualité émerge à travers cette scène, la patience. En effet, Eren a pris le temps de mûrir sa stratégie, s'immisçant pendant 4 ans parmi les Eldiens du camp, se fondant dans les rangs ennemis en s'efforçant de les comprendre et en adoptant leurs perspectives. En vivant parmi eux, il a gagné en crédibilité et a su se faire oublier, avant de commencer à élaborer un plan soutenu par les visions de l'avenir. Cette patience s'est avérée être une arme puissante, permettant à Eren de prendre l'ascendant sur ses adversaires en les infiltrant, recueillant ainsi des informations cruciales sur eux. Cette scène marque l'évolution de la vision du monde d'Eren et illustre les enseignements tirés de sa conformité à la nature impitoyable de son environnement. Une troisième place bien méritée selon moi, qui pourrait légitimement se trouver à la première place selon certains, tellement il est dantesque. Eren arrive sur le continent Mar. Le grand terrassement illustré dans les livres d'histoire et dans la scène de théâtre de Willy Tybur est désormais une réalité. Les armées du monde entier se sont rassemblées pour tenter de l'arrêter. La conclusion d'un épisode qui se termine en apothéose avec l'arrivée des titans colossaux en nageant comme des athlètes pros. Malgré la pointe de l'armement moderne, impossible d'arrêter le grand terrassement qui se profile à l'horizon. Réussissant à pulvériser quelques colossaux, les canons les plus performants de l'humanité ne semblaient pas avoir prévu la vitesse des colossaux sous l'eau, leur nombre et leur extrême vitalité. Sans avoir le temps de penser à fuir, les colossaux traversent à la nage et passent à travers les flottes militaires, les anéantissant instantanément grâce à la chaleur qu'ils dégagent. Les soldats postés sur la terre ferme tentent de répliquer avec des canons moins puissants, mais en vain. Voyant le peu d'effet des canons et en voyant les colossaux mettre un pied à terre, les soldats prennent la fuite en perdant tout espoir de sauver l'humanité. La pression est déjà énorme et atteint son apogée lorsque l'un des soldats se retourne pendant sa course et aperçoit une image qui sera sans doute le dernier flash apparaissant dans sa tête avant sa mort. Au-dessus de la mêlée des colossaux se dresse Eren, arrivant pour se venger et pour sauver son peuple. Les raisons d'Eren sont multiples, mais à ce moment-là, la raison que l'on veut nous montrer, c'est la vengeance et le châtiment. En nous offrant un zoom spectaculaire sur le visage de la créature venue punir l'humanité, un flashback parallèle à la scène apparut, nous montrant la scène de la mort de la mère d'Eren, la première source de la détermination d'Eren, et certainement la plus importante. Un traumatisme qui le marquera à vie et qui fit naître une promesse en lui, je les exterminerai tous jusqu'au dernier. Ces mots empreints d'héroïsme lorsqu'ils étaient adressés contre les titans sont maintenant adressés à l'humanité, prenant désormais un caractère bien plus sombre. Eren ne veut pas seulement se venger contre le monde, mais contre la guerre elle-même et contre les règles absurdes et cruelles de son univers qui a conduit à ce que sa mère innocente doive mourir. Les intentions d'Eren sont désormais claires, décimer l'humanité. Évidemment, le monde savait et a tenté de se préparer. Mais de le voir de ses propres yeux, c'est autre chose. Eren rend coup pour coup. Reiner et Bertholdt ont fait leur première apparition en incarnant la posture d'antagoniste en tant que titan, et ils n'apparaissaient seulement que du point de vue des soldats, les voyant comme des monstres incapables de parler et bons qu'à tout détruire, les déshumanisant davantage. C'est exactement la même chose ici, mais encore une fois les positions sont inversées, et le point de vue des soldats et des reines regardant impuissant le colossal et le cuirassé, et maintenant celui des Mar et celui du monde entier, regardant impuissant Eren s'avancer dans la peau d'un monstre. Les soldats ne voient pas un homme et ne voient pas Eren s'avancer, mais le monstre venu les anéantir, en évoquant avec effroi, il est là, le titan assaillant. J'ai pas grand chose à vous dire à part que c'est l'une des plus grandes scènes de l'histoire de la fiction et qu'elle est encore plus grandiose en manga. C'est l'un des plus grands coups de pression qu'on ait jamais vu, et oui je vous inclus dedans, car prétendre le contraire serait objectivement un mensonge. Pourquoi c'est un coup de pression, vous me direz? Parce que c'est le moment où le monde se rend compte que la menace Erenniger n'était pas juste une menace et que sa promesse au début du manga n'était pas juste un discours adrénergique sur le coup de l'émotion et de l'action. La menace que vous avez vous-même créée devant vous et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. C'est en ça que c'est un coup de pression immense. Le monde a envoyé un titan colossal détruire le foyer d'Eren, et Eren envoie des centaines de milliers de colossaux détruire le monde. C'est la parfaite illustration de se venger au centuple. Le monstre que vous avez créé est là, et c'est désormais trop tard. Eren devient le visage de la fatalité et de la punition, faisant trembler le monde au sens propre comme au sens figuré. Impossible de sortir de ce cauchemar dans lequel sont prisonniers les protagonistes depuis le début, alors la seule et la dernière solution pour en sortir, c'est devenir le cauchemar lui-même, en persécutant ceux qui leur ont fait subir et qui les ont emprisonnés dans ce cauchemar. Une scène marquant le début de la fin. Ce qu'il y a à retenir ici, ne cherchez pas la vengeance sans raison.
la vengeance à elle seule est destructrice. Ses flammes peuvent être tentantes, mais si elle ne fait que vous soulager tout en sachant qu'elle engendrera encore plus de haine, elle n'en vaut pas la peine. Avant de vous venger, assurez-vous que cette vengeance soit justifiée et maîtrisée, et étayée par d'autres raisons, et qu'elle ne serve pas seulement à apaiser votre ressentiment personnel, mais qu'elle ait un intérêt plus profond et pertinent. Ici, malgré le désir de vengeance d'Eren, il existe des raisons bien plus importantes que la vengeance, comme sauver son peuple et obtenir la liberté. La vengeance ne doit pas guider seule vos actions, au risque de produire des conséquences irréfléchies. Elle doit être associée, si tel est votre sentiment, à un objectif plus noble, pour l'adoucir, la lisser, l'affiner, mais surtout, pour pouvoir véritablement la justifier raisonnablement. Malgré l'hécatombe qui va s'en suivre, les Eldiens bénéficieront d'un précieux sursis, permettant aux proches d'Eren de vivre libres et heureux, comme il l'a toujours souhaité. Bon. Je pense que vous vous y attendiez un peu. Est-ce que j'ai vraiment besoin de disserter sur celui-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer en quoi c'est un coup de pression et pourquoi c'est le numéro 1? Eren exerce une pression d'une intensité inouïe sur son père et surtout sur nous, allant jusqu'à anéantir toute une famille et déclenchant le discours qui mènera à une hécatombe sans précédent, engendrant des conséquences incommensurables et changeant le récit pour toujours. Un homme autrefois dévoué à la paix et à la protection de la vie se voit métamorphosé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sans aucun doute l'une des scènes les plus impressionnantes que j'ai jamais eu l'occasion de voir, et le meilleur plot twist de tous médias confondus, et oui, je l'affirme sans complexe. La scène marque le dénouement d'un des épisodes les plus mémorables de la série. Plongé au cœur de l'intrigue, nous revivons l'épisode 1, enrichi cette fois-ci de nouvelles perspectives à travers les yeux d'Eren adulte et de Sig, partis en vacances dans les souvenirs de leur père. Grisha se dirige vers le repère du roi pour récupérer l'originel, étant initialement de persuader la famille Reiss d'éliminer les titans attaquant les murs. Au cours de la conversation, une information cruciale est révélée. Le titan assaillant que Grisha porte en lui a la capacité de voir l'avenir, ce qui bouleverse complètement la donne et redistribue les cartes dans l'histoire. Conscient qu'il n'a plus d'autre choix, Grisha décide de poursuivre sa mission en éliminant la famille Reiss et en s'emparant de l'originel comme prévu. Mais finalement, Grisha n'a pas la force nécessaire pour commettre un tel massacre. Il lâche le scalpel destiné à provoquer sa transformation en titan et semble céder à son humanité. Et c'est à ce moment qu'Eren s'avance, animé par une haine viscérale envers les idées liberticides et suicidaires des Reiss et par son conditionnement à toute épreuve. Il se penche vers son père et lui murmure de se lever et de se battre. Eren a déjà agi de manière similaire par le passé, insistant sur l'idée de se battre, comme lorsqu'il a encouragé Mikasa dans son enfance pour qu'elle survive face à ses agresseurs. Cependant, cette fois-ci, cela prend une toute autre dimension. Le combat à mener, l'ennemi à abattre, se révèle être une famille indirectement innocente, comprenant des femmes et des enfants. Le batois est bien plus sombre et sonne de manière bien plus dramatique ce coup-ci. Malgré cela, Eren continue d'avancer et manipuler son père pour accomplir cet acte doit être encore plus difficile pour lui que de tuer toute une famille pour Grisha. Mais Eren le fait, et lorsque Grisha hésite et pense qu'il ne pourra jamais commettre un tel acte, Eren rouvre ses blessures en évoquant sa sœur déchiquetée par des chiens, la résistance tombée à cause de lui, et son ex-femme transformée en titan par sa faute. Si Grisha n'agit pas, tous ces malheurs qui ont découlé de ses actions par sa faute auront été en vain. Eren prend le temps de lui faire comprendre qu'il n'a pas le choix, car c'est par lui que toute cette histoire a commencé. Eren ne montre aucune pitié envers son paternel, et ne lui laisse aucune échappatoire. En lui dévoilant certains souvenirs du futur, Eren semble convaincre Grisha qu'il n'a pas d'autre choix. Plus tard, Grisha révèle que Eren lui a fait comprendre que tout cela était pour le salut d'Eldia, le laissant ainsi totalement prisonnier de cette mission. Grisha est manipulé comme un pantin par Eren, que ce soit sur le plan moral, psychologique et presque physique, comme le montre la façon dont ses bras semblent agir indépendamment de sa volonté pour saisir le scalpel et se transformer sous l'influence des paroles de son fils. Ce coup de pression est aussi difficile à donner qu'à recevoir. La leçon à tirer ici est la suivante. Utilisez les objectifs et les souvenirs de ceux que vous souhaitez manipuler à votre avantage. Renforcez leur estime de soi, rappelez-leur pourquoi ils se battent si vous percevez un fléchissement de leur part. Cela peut être une stratégie efficace pour galvaniser quelqu'un en lui rappelant ses objectifs et lui redonner de la détermination. Cette scène est cruelle car elle montre qu'Eren est prêt à éliminer toute une famille pour atteindre ses propres fins. La noblesse des mots batois perd de son éclat et prend une signification beaucoup plus sombre dans ce contexte, où l'objectif à réaliser est atroce, impliquant le meurtre de toute une famille. Car il ne s'agit plus de se battre pour sa simple survie, mais cette fois-ci pour défendre ses idées. C'est le moment par lequel Eren devient littéralement un monstre, sacrifiant son humanité lui permettant d'avancer. Tiens, ça me rappelle étrangement quelqu'un. Un coup de pression démesuré qui ne laisse personne indifférent. Bien entendu, on aura d'autres occasions de revenir sur cette scène d'une intensité rare, car l'aspect de la pression n'est qu'un élément mineur de ce passage qui change complètement la donne dans la série. Les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comment ça, numéro 0? Non, c'est pas moi qui l'ai rajouté celui-là. Peuple d'Ymir, écoutez mes paroles. Mon nom est Eren Yeager, et je vais tous vous en... Le voilà, le coup de pression planétaire, la revanche d'un garçon à qui on a retiré la liberté. Ce n'est pas un avertissement, il y a eu suffisamment d'occasions pour les prévenir, mais personne n'a pris cela au sérieux et n'a voulu prendre en considération les caprices d'un enfant qui de toute façon doit mourir, puisque selon certaines personnes, les vies ne se valent pas toutes. Par arrogance, conviction et intérêt, ils n'ont pas réussi à abandonner au bon moment cette fois-ci,
ni à saisir les propositions de paix qui leur ont été faites. Qu'il en soit ainsi, c'est le coup de pression ultime. Je vais pas vous dire non plus en quoi cette scène et cet épisode font partie des meilleurs moments à l'écran que j'ai eu la chance de voir depuis que j'existe. Cette présentation qui fait office de trompette de l'apocalypse résonne dans l'esprit d'un peuple tout entier. À travers les Eldiens, il annonce au monde son intention de l'anéantir, avec une résolution et une détermination sans précédent. L'humanité, si arrogante et sûre d'elle-même, ne peut, pour la première fois de son histoire, qu'écouter les paroles de ce garçon. Un garçon qui s'est tellement acharné contre la fatalité qu'il est devenu lui-même cette fatalité aux yeux de ses ennemis. Une puissance inéluctable semblant émerger de partout, comme si le personnage était devenu omniprésent et tout-puissant, concordant avec l'assaut qu'il allait mener sur le monde extérieur. Il annonce qu'il va protéger les siens en anéantissant le reste du monde jusqu'à ce qu'il ne reste plus la moindre trace de vie. Sans hésitation, le jugement dernier est arrivé, et dans ce bas monde, c'est Eren qui en est l'interprète et le bourreau. Le monde ne peut qu'écouter ce discours, bouche bée, car le temps du débat est révolu. Chacun a eu sa chance, et désormais, après 2000 ans de destruction mutuelle et perpétuelle, l'heure du dernier massacre est arrivée. La leçon, ne discutez pas avec les gens, annoncez simplement. Soyez suffisamment sûr de vous grâce à votre travail et à vos sacrifices. Si vous avez perdu du temps dans des débats et des querelles stériles, cette scène doit vous servir de leçon. Si vous avez confiance en ce que vous faites et que vous en avez déjà prouvé les résultats, alors attendez d'emmagasiner assez de pouvoir pour les imposer sans possibilité de contestation. Ici, Eren ne discute pas. Il n'a plus le temps de discuter, il a assez parlé et s'est assez battu. Il annonce et ensuite il agit. Pour éviter de tomber dans le despotisme, proposez en amont de manière confiante, mais ayez toujours en tête vos idéaux. Eren a pris le temps d'étudier toutes les possibilités avant d'agir, que ce soit en solo ou en groupe. Cependant, son idéal de liberté le ramenait toujours à cette solution. N'oubliez pas que l'attaque des Titans est une œuvre qui se veut ressembler comme deux gouttes d'eau à la réalité, que ce soit dans les réactions, les dilemmes moraux et dans les systèmes de pensée et action. L'intention de l'auteur est explicite. Pour lui, chaque action, chaque prise de décision et chaque ressentiment doit être réaliste. Ainsi, le monde de l'attaque des Titans est semblable au nôtre. Dans notre réalité, les institutions, les sphères élevées du pouvoir, les gouvernements et les organisations internationales ne pensent que partiellement à l'individu. C'est un monde égoïste gouverné par des hommes dont les véritables préoccupations se résument souvent à s'approprier la plus grosse part du gâteau et celle des autres en prime. Eren est détesté simplement parce qu'il est né dans ce monde. Et tel du bétail, il est voué à l'abattoir, où sa liberté est sacrifiée pour un semblant de sécurité servant de prétexte pour dissimuler des raisons encore plus personnelles et égoïstes, telles que le roi qui ne prend même pas en compte la survie de son propre peuple, ou les Mars, se servant du prétexte de la menace eldienne pour rester la première puissance mondiale. Dans l'attaque des Titans, le relativisme est aussi complexe que dans notre monde. Eren, quel que soit son rôle de protagoniste de shonen qui fonce dans le tas avec un caractère classique et stéréotypé dans les premiers épisodes, demeure un être humain. Son choix ne sera jamais le choix d'un autre protagoniste du genre, faussement guidé par une bien-pensance métastasée en une morale sans risque. Les autres protagonistes sont enfermés dans un ou deux chemins décisionnels, prisonniers d'une case et d'un livre. Eren est un personnage fictif doté d'un libre arbitre. Son libre arbitre le conduit à penser librement et à faire des choix éclairés par ses propres interprétations, points de vue et sentiments. Bien que créé par son auteur, celui-ci le rend libre et vivant en intégrant des idées et des sentiments personnels, en se mettant à la place de son héros, et surtout en mettant le héros à sa place. L'auteur va même jusqu'à déclarer qu'il a écrit Eren pour se débarrasser de ses idées noires, pour exorciser une partie sombre de lui-même. Un personnage si empreint de réalité qu'il en devient l'incarnation fantasmagorique de son auteur, s'il suivait certaines de ses idées les plus noires, et s'il obéissait à certaines de ses contradictions. L'attaque des Titans est un monde où le consensus moral et idéologique n'existe pas, et comme dans le nôtre, Eren l'a bien compris et a décidé, après plusieurs tentatives, de suivre son propre plan et son propre chemin. Ses rêves de changer les choses, de découvrir le monde extérieur, ses espoirs en humanité, tout ça se fracasse contre l'implacable réalité. Que ce plan soit bon ou mauvais, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est de s'adapter, mais non d'obéir, aux règles changeantes, partiales et occultantes de notre monde. Cela signifie vivre en tenant compte du système, des lois et de la nature humaine, et au lieu de s'y soumettre aveuglément, y réfléchir pour forger sa propre opinion et défier ses ordres dans vos actions, désobéissant ainsi s'ils vous paraissent tyranniques et liberticides. Si aucune conviction ne semble plus vraie ou plus fondée qu'une autre, prenez la décision vous-même en réfléchissant et soyez libre d'agir, en pesant le pour et le contre, sans être enchaîné à un dogme moral ou politique préfabriqué, généralement conçu pour mieux vous asservir et vous contrôler. Une fois cela établi, ne laissez plus le choix, car le monde et la vie elle-même ne vous le laisseront pas s'ils prennent le pas sur vous. N'oubliez pas que leurs actions seront motivées par un prisme partisan, invoquant une droiture et des normes pour vous inférioriser et se faire passer pour celui qui détient la vérité et qui connaît mieux que vous la bonne marche à suivre. Après avoir tiré des leçons et compris que ses idéaux d'un monde extérieur immaculé étaient une utopie irréaliste, Eren décide de concrétiser ce monde décrit dans ses livres d'enfants. Le terme coup de pression est peu approprié, tant l'enjeu est immense ici. Un coup de pression sert généralement d'avertissement, une démonstration de force visant à prévenir et à faire comprendre que l'on a l'ascendant, dans le but de recevoir quelque chose de quelqu'un, comme illustré dans la première vidéo. Ici, c'est bien plus que cela. C'est une annonce, c'est un coup de pression car il met une pression au monde entier, mais cela n'en est pas un car il n'y a aucune tentative ou volonté de mettre quelqu'un sous pression.
car Eren n'attend plus rien de qui que ce soit. Il annonce simplement son objectif et son entreprise. La pression exercée n'est même pas intentionnelle, c'est simplement un dommage collatéral. Dans un coup de pression classique, la peur est un instrument. Eren se sert de la peur engendrée par la pression exercée sur Grisha pour tuer la famille Reiss. Rivai se sert de la pression exercée sur Sig pour qu'il perde ses moyens et pour pouvoir le vaincre. Dans cette scène, Eren n'a pas besoin de susciter la peur, car que les autres aient peur ou non, le résultat sera le même. C'est pourquoi je le place en dehors du classement. Si je le considérais comme tel, il aurait certainement occupé la première place. Cependant, étant donné que je pense qu'il ne s'agit pas vraiment d'un coup de pression, bien qu'il soit titanesque, il se contentera de cette position. Atteindre un état de domination où les coups de pression deviennent inutiles est l'apogée, le retentissement de la victoire. C'est cette finalité que chaque personne désirant réussir devrait viser dans un monde en perpétuelle compétition. Les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ces vidéos seront intéressantes pour ceux qui cherchent à comprendre les multiples couches de l'histoire, les différents niveaux de lecture et les messages sous-jacents de l'attaque des titans. La connexion entre les événements dans le manga et la réalité va nous être grandement utile pour approfondir certaines thématiques, toujours dans une volonté d'en tirer quelque chose, puisque bien évidemment, mes vidéos sont d'utilité publique. Je précise que ce n'est pas un classement des meilleures scènes, mais bien des coups de pression, donc il se peut qu'une scène objectivement moins bonne soit moins bien classée qu'une scène qui est sans doute bien meilleure. Bon, sur ce, je vous laisse, et encore une fois, on est champion d'Europe, alors si vous avez des soucis dans la vie, c'est pas très grave. Sur ce, portez-vous bien. À la Madrid. Je profite de cette petite allocution pour vous remercier. Et pour mes Gaëldiens, premier épisode, je vous avais dit quoi? Y a personne qui peut me tester, poteau. KO, premier round, Théma depuis tout à l'heure, il me regarde, miskin. Bref.